gouvernement. Et puis, à suivre dans cette édition, les ambitions et convictions d'un futur président de la Commission de l'Union africaine qui a dévoilé à la presse ses ambitions. Le professeur Abdoulaye Bathily est revenu sur sa campagne avant l'élection ce 30 janvier à Addis Abeba, et c'est la conférence des chefs d'État et chefs de gouvernement qui aura la lourde charge d'élire le tout nouveau président de la Commission de l'Union africaine. Et puis le Sénégal, invaincu, qui occupe la première place de la poule B. 3 matchs de victoire, un nul avec l'Algérie, 2 buts partout. L'autre temps fort de cette poule B a tourné à l'avantage de la Tunisie qui a battu le Zimbabwe par le score de 4 buts à 2. Résumé des briefings en fin d'édition avec nos équipes à Franceville et à Dakar. Mais tout d'abord, bienvenue à toutes et à tous. Et le roi du Maroc qui informe le président Macky Sall des formalités de retour de son pays au sein de l'Union africaine. C'est le ministre des Affaires étrangères du royaume chérifiant qui a porté le message à l'approche du sommet d'Addis Abeba. Le président de Djibouti sollicite aussi le soutien du Sénégal pour sa candidature au poste de vice-président de la Commission de l'Union africaine. Le chef de l'État s'est également entretenu avec le vice-président de la Banque islamique de développement en visite au Sénégal. La synthèse de ces différentes audiences du chef de l'État avec vous, Omar Nyinga. C'est l'envergure diplomatique du président Macky Sall qui est en relief avec ces audiences. Le ministre de l'Éducation nationale de Djibouti ouvre la série et dépose entre les mains du chef de l'État une lettre dans laquelle le président Ismaël Omar Guelleh, qui veut 2 postes à la Commission de l'Union africaine, sollicite le soutien du Sénégal. Je suis porteur d'un message du président Ismaël Omar Guelleh au président sénégalais Macky Sall, portant bien sûr sur le soutien de la République du Sénégal concernant la candidature de M. Yassine El Mebouh, qui est donc ambassadeur plénipotentiaire et ancien ministre au poste de la vice-présidence de la Commission, et Mme Hawa Ahmed Youssouf, qui est également ancienne ministre, qui également postule pour le poste de commissaire aux affaires politiques. Donc je suis venu demander le soutien et l'appui du gouvernement sénégalais. Nous avons discuté également, bien sûr, des relations existantes entre les deux pays, surtout cette forte amitié entre les deux présidents, le président Ismaël Omar Guelleh et donc le président Macky Sall. Nous avons parlé également de l'appui, notamment en termes, parce que je suis ministre de l'Éducation nationale, nous avons parlé également déjà les relations qui existent entre les deux pays en termes d'éducation. Dans la même veine, le Maroc. Pour son retour au sein de l'Union africaine, le soutien du Sénégal est acquis. Au nom du roi Mohamed VI, le ministre des Affaires étrangères est venu informer le président Macky Sall de l'état d'avancement de la procédure. Le Maroc est toujours resté attaché à son continent et le Maroc est toujours resté actif, présent auprès de ses frères africains. Et j'ai informé son Excellence le Président de l'état d'avancement du processus d'adhésion du Maroc. Toutes les formalités ont été accomplies. Le Parlement a ratifié l'acte constitutif de l'Union africaine. La présidente de la Commission a été saisie officiellement avec les instruments de ratification et plus de 40 pays ont répondu favorablement au retour du Maroc. Donc au vu de l'acte constitutif, toutes les formalités ont été remplies et le prochain sommet d'Addis Abeba ne devrait être en vérité qu'une simple formalité. Une occasion de remercier un pays ami comme le Sénégal pour sa mobilisation, son soutien, qui a toujours été effectif et qui a été toujours engagé. L'occasion était belle pour saluer le travail remarquable du Sénégal dans le dossier gambien. Salah Eddine Mezouar,
marque la satisfaction du roi Mohamed VI au président Macky Sall. Un hommage rendu au Sénégal pour le rôle qu'il a joué, la détermination avec laquelle il a géré ce dossier, mais également la grande sagesse avec laquelle ce pays frère a géré cette crise. Nous sommes heureux de cette issue. Ça permettra naturellement à la légalité constitutionnelle d'opérer, et ça permettra à un pays frère comme la Gambie de poursuivre son chemin de construction démocratique dans le respect de la volonté de son peuple. On a parlé également de développement dans le bureau du président de la République, avec cette délégation de la Banque islamique de développement conduite par son vice-président. Au-delà du paludisme et la microfinance, la banque s'est dit honorée de participer au financement du TER. Among these is the Regional Express Train Project, which we're proud to be associated. Cette visite aussi a été l'occasion d'échanger avec son Excellence le chef de l'État d'un des projets majeurs phares de sa présidence, qui est le train express régional, pour lequel la Banque islamique de développement est fière et honorée d'accompagner le gouvernement du Sénégal, car elle pense que c'est un projet transformateur qui va être non seulement accompagner le développement socio-économique, mais transformer le paysage du Sénégal sur la planification urbaine, mais aussi créer des externalités positives pour l'économie sénégalaise dans son ensemble. Outre du projet TR, nous avons aussi discuté d'autres projets en vigueur au Sénégal, et ce matin, le ministre des Finances a signé avec le vice-président de la BID deux projets importants. L'un concernant la lutte contre le paludisme, un projet de 33 millions de dollars qui va contribuer à distribuer 2 millions de moustiquaires imprégnés et des kits de lutte contre le malaria, mais aussi un projet important de microfinance islamique qui a aussi été mis en place, qui va permettre d'atteindre plus de 54 000 personnes au Sénégal. Je vous l'annonçais, dénouement heureux de la crise gambienne. Le président Adama Barrow vient de nommer une vice-présidente que l'on voit sur ces images. Elle s'appelle Fatoumata Diallo Tambadang. Elle était la cheville ouvrière de la manifestation qui a valu au chef de l'UDP, Ousseynou Dabo, une arrestation et une condamnation à 3 ans ferme de prison. Fatoumata Diallo Tambadang n'est pas une novice en politique, puisqu'elle est une ancienne conseillère politique du président Daouda Kairaba Jawara, qui a été renversé par Yaya Jammeh. C'était en 1994. La Gambie attend dans les prochaines heures la formation de son nouveau gouvernement par l'actuel homme fort de Banjul. Et ce 30 janvier aura lieu l'élection du président de la Commission de l'Union africaine. 3 jours avant son départ pour Addis Abeba, le professeur Abdoulaye Bathily a tenu une conférence de presse pour faire le point sur sa campagne et ses convictions pour diriger cette institution continentale. Le point avec vous, c'est Alun Fall. Il a plusieurs fois visité les 53 pays du continent africain. Il a mis au service de l'Afrique son expérience. Le professeur Abdoulaye Bathily, candidat à la présidence de la Commission de l'Union africaine, a fait face à la presse pour faire le point sur sa campagne et sur ses motivations 3 jours avant son départ pour Addis Abeba. Ma vie personnelle et professionnelle est entièrement dédiée à ce continent. Mais également en tant qu'homme public au service de cette Union africaine même, dont je veux assurer la présidence de la Commission. L'expérience, c'est bien l'un des atouts du professeur Abdoulaye Bathily, qui a déjà tracé 3 grands chantiers sur lesquels il souhaite s'engager. Sans l'industrialisation, sans modernisation de l'agriculture, nous ne pouvons pas construire des économies africaines durables. La dimension de l'intégration économique est un aspect qui me paraît être un chantier majeur sur lequel la Commission doit travailler. Des réformes structurelles de la Commission de l'Union africaine elle-même pour répondre à son devoir d'aujourd'hui.
Une vision et une stratégie claires ont guidé sa candidature. Une candidature de conviction, dira-t-il. Ma candidature, c'est une candidature au service du continent africain, que j'ai servi en différents titres et qualités pendant des décennies. Ce 30 janvier aura lieu l'élection du président de la Commission de l'Union africaine. Le professeur Abdoulaye Bathily est confiant. Le gouvernement du Sénégal s'est investi dans sa campagne pour qu'il soit élu. La CEDEAO a également assuré de son soutien à la candidature du professeur Abdoulaye Bathily. Toujours dans l'environnement de cette institution continentale, avec la présidence de la Commission de l'Union africaine qui a impulsionné de la réforme de l'instance continentale en 2002. Le président est élu par la conférence des chefs d'État et chefs de gouvernement et a pour mission de diriger l'instrument qui incarne l'exécutif de l'Union africaine, Pape Bouna Thiaw. La présidence de la Commission de l'Union africaine est une fonction née de la réforme de l'organisation de l'Union africaine OUA le 9 juillet 2002. L'OUA fait place à l'UA, Union africaine, et le secrétariat général est aussitôt remplacé par la présidence de la Commission. Élu pour un mandat de 4 ans par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union, le président dirige une commission de 10 membres. La commission a un statut d'autorité exécutive et dispose également d'un pouvoir d'initiative. Sa principale mission est d'être le moteur de l'intégration africaine et du processus de développement du continent en collaboration avec les États membres de l'Union, les communautés économiques régionales et les citoyens africains. Depuis sa création en 2002, la Commission de l'Union africaine a été successivement dirigée par l'Ivoirien Amara Essi de 2002 à 2003, le Malien Alpha Omar Konaré de 2003 à 2008, le Gabonais Jean Ping de 2008 à 2012 et puis par la Sud-Africaine de la Minizuma depuis 2012. Elle sera remplacée à ce poste en fin janvier au prochain sommet des chefs d'État à Addis Abeba. Ce prochain sommet est prévu le 30 janvier prochain et en visite de travail de 3 jours à Dakar. Le vice-président de la Banque islamique de développement a signé avec le ministère de l'économie, des finances et du plan 3 accords de partenariat. Ces conventions d'un montant global de plus de 50 milliards de francs CFA ont pour objectif d'augmenter le volume de financement de projets prioritaires, la lutte contre la malaria, la facilitation de l'accès aux marchés internationaux et le développement de la microfinance au Sénégal. Le round-up avec vous, Amadou Ramcham. Une rencontre de haut niveau pour sceller l'entente entre l'IFTC, TFO Canada et ACEPEX, une cérémonie sanctionnée par la signature de conventions d'importance pour le développement économique et social du pays. Il s'agit d'une part de 3 accords de financement concernant respectivement le développement de la microfinance islamique, l'appui à la lutte contre le paludisme et l'assistance technique pour le plan de communication du projet WAF, pour un montant cumulé de 92 millions de dollars, soit près de 51 milliards de francs CFA. D'autre part, d'un accord tripartite entre la Société islamique internationale de financement du commerce, l'Agence sénégalaise de promotion des exportations et le Bureau de facilitation du commerce TFO Canada, portant sur le programme de renforcement des capacités pour l'accès aux marchés internationaux. Organisme non gouvernemental à but non lucratif, TFO Canada, à travers son expertise commerciale, veut faciliter aux PME l'accès au marché canadien. Ceci grâce à ses services d'information, de conseil et de mise en relation. Il existe un grand potentiel d'exportation des produits sénégalais vers le marché canadien. Les consommateurs canadiens demandent de nombreux produits sénégalais. J'en ai nommé quelques-uns. On peut y ajouter les produits maraîchers, les produits alimentaires transformés, les produits de la mer, les produits cosmétiques, les produits textiles même et les cuirs et les peaux. Le projet a un premier volet de formation des formateurs où on va travailler très étroitement avec la CEPEX. Le deuxième volet est vraiment axé sur le travail qu'on va faire à supporter les petites et moyennes entreprises du Sénégal. Depuis 1976, le groupe de la Banque islamique de développement ne cesse de renforcer sa coopération avec le Sénégal. Les conventions paraphées ont trait à l'appui de secteurs prioritaires. The bank and the government of Senegal adopted a medium. Un premier projet qui vise à contribuer au contrôle et à l'éradication du paludisme dans 4 régions du Sénégal. En plus de ce financement,
la Banque islamique de développement a mobilisé 9,6 millions de ressources dont de la fondation Bill et Melinda Gates. Of the Imagine Senegal Plan. De 2012 à aujourd'hui, les ressources injectées par le groupe de la Banque islamique de développement au Sénégal sont estimées à 815 milliards CFA, dont une contribution de 197 milliards CFA pour la réalisation du train express régional. Un portefeuille qui s'alourdit. Je suis à la fois honoré et heureux de voir ces nouveaux projets intégrer le portefeuille déjà riche de 28 projets pour un montant total de 1655 millions de dollars, soit environ 910 milliards de francs CFA. Le gouvernement, qui prône une mutualisation des forces, apprécie les bonnes perspectives qui s'ouvrent grâce à la finance islamique. Le Sénégal, pour son intérêt particulier pour ce système financier, se veut un terreau propice pour son développement. Et la Banque islamique de développement est un partenaire efficace. Ce sont là les propos du directeur général de l'AIBD qui confirme par le ministère du Budget. C'était en marge de la visite du président de la Banque islamique de développement à la deuxième plateforme aéroportuaire du Sénégal, un chantier qui évolue grâce à l'appui de l'institution financière. Le vice-président de la BID a aussi visité les chantiers de la section 2 de la VDN. Visite guidée avec Tierno Ahmedoussi. Sur les routes de l'émergence, le Sénégal se dote d'un aéroport international de dernière génération. À 47 km de Dakar, l'AIBD prend forme. Aujourd'hui, l'un des bailleurs de l'infrastructure constate avec satisfaction l'évolution des travaux. C'est vraiment très impressionnant et je suis très content de voir le progrès réalisé dans l'exécution de ce projet. Il y avait des retards, quelques retards il y a quelques mois, mais tout ça s'est réglé. Maintenant, ça commence à se bouger. La Banque islamique de développement a contribué avec efficacité dans le financement de l'AIBD. Pour le directeur général de l'aéroport, tout comme pour le ministre du Budget, la BID est un partenaire crédible, donc non négligeable. Entre 2012 et aujourd'hui, la banque nous a fait un concours de 910 milliards. Pour un total, depuis 1976, pour un total de plus de 1500 milliards de francs CFA. Donc c'est un partenaire qui nous soutient beaucoup. Et c'est pour cette raison que le vice-président a tenu à venir prendre connaissance de l'état d'avancement des travaux de cet aéroport. Après l'aéroport international Blaise Diagne, le vice-président de la Banque islamique de développement fait cap sur la VDN. Le lot 1, achevé en 2008, et le lot 2 en chantier sont financés par l'institution. Au total, sur la VDN, la Banque islamique de développement a déroulé un financement estimé à 67 milliards de francs CFA. N'est-ce pas, Tierno Ahmedoussi, un coût non négligeable dans la réalisation de ces projets d'envergure pour l'État du Sénégal et les problématiques liées à l'eau et à l'assainissement à Rufisque, qui a été l'objet de la visite du ministre Mansour Faye. 4 localités de la vieille cité ont été intégrées dans le programme d'urgence de restructuration. Le compte rendu avec Nafissatou Diouf. C'est au pas de charge que le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a visité quelques quartiers de Rufisque. Au total, 4 localités, à savoir Darou Karim, Darou Rahman, Touba Alouar et Koloban Nord, ont reçu Mansour Faye et les directions techniques relevant de son autorité. Toutes ont un réseau d'adduction d'eau insuffisant, voire inexistant. Ici, c'est nous, les femmes se lèvent à 4 h du matin pour avoir de l'eau. Bon, des fois, on n'arrive même pas à avoir de l'eau. Des fois, on va jusqu'à la mosquée en bas. C'est là-bas qu'on cherche de l'eau. Mais ici, comme c'est un peu élevé, hein, bon, c'est pour cela qu'on ne peut pas avoir de l'eau la nuit. C'est d'ailleurs pour davantage s'imprégner de la situation et prendre à bras-le-corps le problème que le ministre a fait le déplacement. Entouré de ses techniciens, Mansour Faye a écouté les populations. Leurs doléances tournent autour de l'accès à l'eau potable, mais aussi à un meilleur réseau d'assainissement.
Nous sommes 36 000 habitants et souffrons de problèmes d'eau et d'assainissement. Votre visite vient à point nommé. Nous vous remercions de votre déplacement. La forte croissance démographique, des branchements le plus souvent irréguliers qui polluent le réseau, la restructuration des zones ciblées est devenue plus qu'urgente. Vous avez été, dès notre demande d'audience, manifester votre volonté d'être auprès des populations, en nous fixant immédiatement une date et en instruisant vos services de prendre contact et de faire l'évaluation sur le terrain, ce qui a été fait avant votre venue. Cela, effectivement, nous a amené à mobiliser à peu près, dans le cadre d'un réaménagement budgétaire, 1 milliard de francs CFA à investir au niveau de l'assainissement pour 520 millions et au niveau de l'hydraulique, c'est-à-dire l'alimentation en eau potable, à hauteur environ de 500 millions de francs CFA. Ça, c'est des solutions immédiates que nous allons mettre en œuvre, en attendant que donc, les solutions à moyen terme et long terme puissent être réalisées. Dans le moyen terme, dans le court terme déjà, il y a le programme de 10 villes qui va prendre en charge des préoccupations en matière d'assainissement au niveau de Rufisque, pour un montant global environ de 7 milliards de francs CFA. Dans cette même lancée aussi, nous avons prévu de faire des études pour, à la suite de ça, faire une requête à envoyer à un bailleur pour un montant à peu près de 10 milliards, montant qui va nous permettre en réalité de régler maintenant définitivement les questions liées à l'assainissement au niveau de Rufisque. Les fortes tensions que connaît le réseau de distribution d'eau de la capitale se font ressentir durement par les populations de Rufisque et des solutions à court et moyen terme sont déjà envisagées. Et puis ce démenti du directeur national de la BCEAO sur une éventuelle circulation de faux billets de banque Ahmadou Lo recuse toute circulation de coupures de billets de 10 000, 5 000 ou même de 2 000 francs CFA. Je vous remercie, M. Djedjou, de nous donner l'occasion de revenir sur des messages qui circulent au niveau des réseaux sociaux depuis hier, tendant à faire croire que la BCEAO a diffusé un communiqué pour dire qu'il y a des billets de 10 000 et de 5 000 francs CFA qui y aurait de faux numéros de série et qui ne seraient pas de même taille, et appelant les populations à ne plus accepter ces billets de 10 000 et de 5 000. Une information malveillante, fausse, que je tiens à venir devant votre plateau démentir. La BCEAO n'est nullement à l'origine de ces messages. Elle n'a apporté aucune modification à la gamme des billets aujourd'hui en circulation dans nos différents pays, donc les pays membres de l'Union monétaire ouest-africaine, à savoir le billet de 10 000 francs, le billet de 5 000 francs, le billet de 2 000 francs, le billet de 1 000 francs, le billet de 500 francs et les pièces. Nous tenons vraiment à démentir formellement cette information et de la façon la plus vigoureuse et en profiter pour appeler la population à plus de vigilance parce que un phénomène naturel s'est passé, les gens se sont passés le message de téléphone en téléphone et ça avait commencé à affoler certains. Et nous voudrions vraiment appeler la population à ne s'en référer qu'aux seules voies de communication usuelles que la BCEAO utilise, en l'occurrence son site internet. L'adresse du site internet pour celui qui utilise WhatsApp doit pouvoir quand même aller vers notre site internet. Je rappelle l'adresse www.bcao.int. Donc tout ce que la BCEAO donne comme communiqué, c'est à travers son site internet, la presse audiovisuelle et la presse écrite. C'était l'entretien qu'a accordé le directeur national de la BCEAO à Ibrahima Djedjou Ahmadou Lo qui répondait aux questions de notre présentateur. C'était dans notre édition de 20h d'hier. Soutenir le développement des statistiques agricoles à travers les politiques nationales. L'option est claire pour les bailleurs et pour les acteurs du secteur qui réfléchissent ainsi sur les moyens à mettre en œuvre une agriculture plus performante dans le continent devrait pouvoir garantir la sécurité alimentaire, nous dit Fanta Badji. Les statistiques sont un élément essentiel pour l'élaboration des politiques nationales agricoles. Bailleurs et acteurs sont ici pour échanger sur le développement des données agricoles africaines qui peuvent se décliner au niveau national.
appuyer les pays dans leur volonté de renforcer leur capacité en ressources humaines, en ressources techniques, mais aussi à terme en ressources financières et à améliorer la coordination dans ce domaine. Ceci, bien entendu, pour permettre de disposer de toutes les informations nécessaires à la prise en charge des enjeux majeurs de l'agriculture et de nos pays. Le Sénégal fait partie des premiers pays à élaborer le plan stratégique de développement des statistiques agricoles. Celui-ci est soumis ici aux bailleurs pour soutien et appui en faveur de tout le continent. On se retrouve ici pour vendre le plan stratégique qu'on a élaboré. Donc c'est ça l'objet en fait. Cette rencontre, son objectif final, c'est au sortir de la rencontre qu'on puisse avoir des partenaires qui vont financer le plan. Nous voulons renforcer justement ces systèmes statistiques parce que sans information statistique, on ne peut pas développer un pays. Il nous faut des données de base, nous projeter, fixer des objectifs en fournissant de la science technique évidemment pour la mise en œuvre, mais aussi les aider à mobiliser les ressources nécessaires. Cette conférence est d'une importance capitale pour l'Afrique puisque la réussite des politiques agricoles repose essentiellement sur les statistiques. Beaucoup de pays y prennent part pour bénéficier justement des ressources nécessaires pour le développement de l'agriculture dans le continent et la garantie de la sécurité alimentaire. Le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers est une initiative du chef de l'État qui vise effectivement le développement des zones frontalières à travers 3 composantes. Il s'agit d'abord de renforcer la sécurité au niveau des frontières, du désenclavement routier, fluvial ou maritime et même la réalisation d'infrastructures de base. Matam fait partie de ces localités cibles avec près de 200 km de frontières fluviales avec la République islamique de Mauritanie. Matam attend ainsi de ce programme du chef de l'État. Le point avec notre correspondante permanente Oumka Soumsal. Ce matin, le lieutenant de police Edouard Ngom et ses hommes effectuent une patrouille sur le fleuve Sénégal. Une opération qui entre dans le cadre des activités de surveillance de la frontière entre la Mauritanie et le Sénégal. Contrôlons le flux migratoire, c'est-à-dire tous les gens qui viennent au Sénégal, qui viennent de la Mauritanie, nous les contrôlons pour voir si ils ne sont pas porteurs d'objets dangereux, voir si en rentrant dans notre territoire, ils ont tous les documents de voyage requis. La police dispose seulement de 9 postes officiels sur les 200 km de frontières fluviales entre les deux pays. Les populations de part et d'autre arrivent à traverser à partir de points clandestins et très souvent pendant la nuit. D'où l'intérêt d'effectuer régulièrement des patrouilles terrestres ou fluviales. Bon, nous n'avons pas eu la chance d'interpeller des suspects, des individus suspects, armés ou non, mais quand même, c'est dissuasif, les patrouilles. Parce que nous interpellons des piroguiers, nous interpellons également des gens qui traversent par des points non officiels, et à chaque fois, nous leur tenons un langage clair. Et nous en profitons également pour sensibiliser tous ces gens-là qui ne connaissent pas, qui ne savent pas que le fait d'utiliser les points non officiels constitue un danger pour nous et pour eux-mêmes. Le lieutenant Ngom souhaite toutefois plus de moyens pour l'accomplissement de sa mission. Je souhaiterais que le nombre de mes éléments soit donc augmenté. Je souhaiterais également disposer d'autres moyens comme des véhicules et des pirogues. Et parce que la vedette qui est là à notre disposition, et le moteur est très puissant, donc le moteur consomme beaucoup de carburant, donc nous l'utilisons mais difficilement. Des manquements qui devraient être vite oubliés avec la mise en œuvre du programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers PUMA. Matam, une des régions cibles, accorde beaucoup d'intérêt à cette initiative du chef de l'État. À notre sens, ce programme, par-delà tout, vise à atteindre 3 objectifs majeurs.
Le premier objectif est un objectif sécuritaire. Il va permettre de régler le problème de l'insécurité frontalière. Il va aider à sécuriser nos frontières du côté nord, à travers l'implantation de brigades de gendarmerie, de postes de police et d'autres unités militaires qui pourraient être donc installées le long de cette frontière. À Matam, où certaines localités ne sont toujours pas couvertes par le réseau téléphonique, la composante désenclavement du Puma va projeter beaucoup de villages dans une nouvelle ère. Il a un important volet de désenclavement. À travers le désenclavement sous toutes ses formes, mais plus particulièrement le volet désenclavement numérique, le programme va aider les localités bénéficiaires à accéder au téléphone et à l'Internet. Téléphone et Internet qui sont aujourd'hui des outils importants pour accéder à la modernité. Toujours dans le cadre de ce volet, les populations peuvent s'attendre à une amélioration des conditions de la traversée. Il convient de reconnaître quand même qu'il y a beaucoup de risques que les populations prennent lors de ces traversées. Nous, au niveau administratif, nous avions déjà fait le nécessaire en prenant un arrêté qui autorisait la traversée à partir de 7 h du matin pour s'arrêter à 19 h. Mais vous savez, dans des zones où nous n'avons pas suffisamment de postes de contrôle, il est difficile de faire appliquer donc cette réglementation. Mais avec ce programme Puma, nous avons proposé à l'autorité la réalisation d'abord de débarcadères et la réalisation de bacs qui permettra une traversée plus sécurisée de nos populations en direction de la Mauritanie. Et dans son troisième volet de réalisation d'infrastructures de base, certains des 99 villages situés le long de la frontière vont bénéficier de postes de santé, d'écoles et d'ouvrages hydrauliques. Le programme purement très attendu par les populations de Matam sur un tout autre registre, mise en place d'une nouvelle commission du suivi du fichier électoral. Le comité a été installé. Il est composé de plusieurs partis de l'opposition, d'indépendants et autres non alignés. Oumou Baldé nous en parle. Comme souhaité par quelques partis politiques, un comité de suivi de la refonte du fichier électoral est mis en place. Composé d'une vingtaine de membres, le comité va œuvrer à la bonne marche du processus. Seulement, une partie de l'opposition fustige l'implication des indépendants dans la nouvelle commission. C'est à l'occasion d'une audience du président de la République avec une partie de l'opposition, ou un groupe de l'opposition, que la création de ce comité de suivi avait été décidée. Aujourd'hui, il était question donc d'installer ce comité de suivi. Une partie de l'opposition, le groupe de l'opposition a choisi de ne pas participer. C'est ce qui a été exprimé. Bien sûr, c'est regrettable, mais ce comité a été installé. Un arrêté va être produit la semaine prochaine ou plus tard, et le comité va travailler. Mais évidemment, ce qui est le plus important, c'est que tout le monde y participe. Toutefois, le comité ne va pas tarder à démarrer ses activités sous la supervision de la Sénat. Comme d'habitude, la Sénat est l'acteur principal dans le contrôle du scrutin. La refonte du fichier est suivie déjà par la Sénat, qui en a les compétences et les moyens. Mais les partis politiques ont exprimé le vœu d'être aussi les contrôleurs de ce processus. Il n'y a rien qui s'y oppose. La Sénat est surtout habitée par le vœu d'avoir des élections transparentes et un fichier incontestable. Le ministère de l'Intérieur, qui pilote toutes ces activités électorales, se dit prêt et ouvert au dialogue pour un bon déroulement du processus en cours. Cap sur Tambacounda avec l'inauguration des centres d'arbitrage, de médiation et de conciliation à Kédougou. Aussi, les populations n'auront plus besoin à se déplacer pour régler certains litiges ou conflits sociaux. Les détails avec Tchorodien.
Depuis plus d'une vingtaine d'années, il n'existe qu'un seul centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation au Sénégal. Il est logé à l'intérieur de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar. Aujourd'hui, l'État et ses partenaires ont décidé d'implanter des centres régionaux d'arbitrage, de médiation et de conciliation. Les antennes régionales de Tambacounda et Kédougou ont été installées. Nous avons donc pensé qu'il fallait promouvoir ces structures à Tamba et à Kédougou. Nous l'avons fait avec le soutien de Osiwa et nous allons continuer à soutenir ces structures pour qu'elles se développent, pour qu'elles se fortifient et qu'elles deviennent autonomes du point de vue financier et du point de vue administratif. Au niveau du tribunal, tous les contentieux, en tout cas où les litiges, sont tranchés de façon publique. Et ceci, je pense, peut être gênant pour des opérateurs économiques, en tout cas, qui ne veulent pas peut-être que l'étalage de tous leurs conflits. Et donc, l'intérêt du centre d'arbitrage, c'est d'abord de permettre aux différents protagonistes de pouvoir choisir eux-mêmes parmi la liste d'arbitres ou de conciliateurs ou de médiateurs qu'on leur soumet. Ces modes alternatifs de règlement de conflits que sont l'arbitrage, la médiation et la conciliation sont des outils utilisés dans des pays de très grande démocratie. Nous avons connu beaucoup de litiges, des litiges du point de vue de la dimension financière qui vont de 500 000 jusqu'à 24 milliards. Et ensuite, il ne s'agit pas simplement d'affaires entre des sociétés privées, même l'État peut aller en médiation avec des sociétés privées. Alors, la médiation de justice en général connaît des affaires pénales, alors que le centre d'arbitrage connaît des affaires civiles et commerciales. Dans ces centres, arbitres, médiateurs et conciliateurs ne sont pas choisis par hasard. Au niveau du centre d'arbitrage, 160 arbitres et médiateurs qui en particulier sont des Sénégalais mais qui sont aussi de nationalité étrangère. Leur profil de compétence va du magistrat en passant par l'avocat, de l'expert juridique, de l'ingénieur. Vous voyez, il y a une différence parce qu'au tribunal, seuls les avocats peuvent plaider et seuls les magistrats peuvent connaître les litiges. Les services proposés par ces centres apportent la garantie d'un déroulement correct de la procédure d'arbitrage, de médiation ou de conciliation. Nous en venons à l'ambiance, mais aussi aux rencontres pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Gabon 2017, le Sénégal termine la phase de poule de la CAN, invaincu, 3 matchs, 2 victoires, 1 nul face à l'Algérie, 2 buts partout. Les Lions confirment ainsi leur première place. L'Algérie, elle, est éliminée de la compétition. Retour sur les temps forts de la partie avec vous, Pape Biram Biguengaï. En alignant l'équipe B du Sénégal, Aliou Cissé fait le choix de reposer les cadors pour être d'attaque face au Cameroun samedi en quart de finale. 10 changements sur le 11 de départ. Karambouch, seul rescapé, hérite du brassard de capitaine. L'Algérie, dos au mur, sous pression, ouvre le score dès la 10e minute. Slimani débloque le compteur du match. Les Lions réagissent dans les 5 dernières minutes de la première mi-temps. Mauvais renvoi de la défense algérienne et superbe frappe de Pape Kouli Diop. C'est l'égalisation, un but partout à la mi-temps. De retour des vestiaires, les Fennecs accentuent la pression, reprennent l'avantage. 2 buts à 1. Encore une passe D de Mahrez. Encore un but de Slimani. Et le but, non? Pas de but encore? L'arbitre, qu'est-ce qu'il a dit? Le but est validé. Mais bon, Riyad Mahrez qui continue de jouer, il sert Islam Slimani qui avec un peu de chance réussit à mettre ce ballon au fond des filets. Un doublé anecdotique puisque Moussa Sow va remettre les pendules à l'heure. Frappe sèche limpide directement au fond des filets. On voit, c'est lui déjà qui effectue la déviation. Le bon retour derrière de Annie, mais Moussa Sow sans se poser de questions frappe. Un tir superbe, un tir croisé. 2 buts partout, score final. Une constellation de stars côté algérien qui est tenu en échec par une équipe B du Sénégal avec des schémas tactiques inédits, des cartes brouillées. Samedi, face au Cameroun,
ce sera du haut niveau. Absolument, il faut quand même qu'il a... Merci Pape Bion Bigendiaï qui nous faisait le résumé de ce match. Et en conférence de presse à la fin de la rencontre, le coach Aliou Cissé s'est dit effectivement il est revenu pour donner les explications sur les changements opérés dans l'équipe. Le coach des Fennecs, Georges Lekens, est dessus mais souhaite une bonne chance aux Lions. Leurs propos sont recueillis par Sénat Lundigo. Les changements, c'était normal. Dès lors, on était qualifiés. Je crois que c'était important aussi de donner un petit peu plus de temps de jeu aux garçons qui n'ont pas joué. Et aujourd'hui, je suis satisfait d'eux parce que, comme je l'ai toujours dit, pour aller très loin dans la CAN, il faut 23 joueurs concernés. Et aujourd'hui, on est passé des paroles à l'acte. Il y a eu de très bonnes choses de la part de pas mal de garçons, mais comme je vous le dis, une équipe de football, c'est aussi une concurrence. Donc, ce que les garçons ont fait aujourd'hui, je ne peux pas non plus fermer l'œil là-dessus. Donc, au contraire, ça va continuer à amener une concurrence, mais une concurrence saine. Donc, c'est important. Comme je le dis, j'ai constitué un groupe où je suis conscient que tout le monde peut jouer dans ce groupe-là. Après, le jour du match, je fais des choix, mais ça ne veut pas dire que ceux qui ne jouent pas déméritent. La réaction de mes joueurs était bien. Mais on doit pour l'avenir aussi éviter certaines choses. Chaque fois que tu marques un but, tu encaisses aussi. Mais la tête était bonne et ils ont réagi comme des hommes et ça c'est le plus important. C'est normal que tout le monde est déçu et la déception tu dois accepter quand tu es sportif. De l'autre côté, on n'a pas regardé ou pas écouté l'autre résultat. Le plus important c'est de faire un bon match aujourd'hui et essayer de gagner. Et vous savez, je souhaite bonne chance au Sénégal pour le prochain tour. Et sur ces images, l'autre match de la poule B s'est joué à la même heure, mais cette fois-ci à Libreville. La Tunisie a battu le Zimbabwe 4-2 et se qualifie en quart de finale. Le Zimbabwe qui termine à la dernière place du groupe avec seulement un point en quart de finale. La Tunisie fera face aux Lions, aux étalons du Burkina Faso. Et justement après une phase de poule sans défaite, les Lions veulent aller à l'avant tout en restant humbles. Voici Idrissa Gana Gueye et Moussa Ndoye au micro de Khalidou Bey et Elhadji Thierno Dramé. Pour nous de passer les premiers tours, mais maintenant il nous reste beaucoup de chemin à parcourir. Là on a fait un pas, maintenant il nous reste à faire le tour du monde. Il faudra juste continuer à travailler et surtout rester humble, ne pas prendre la grosse tête ou croire qu'on est déjà arrivé, parce que notre objectif c'était pas les quarts de finale. On s'est fixé des objectifs, maintenant il faudra les atteindre et il faudra aller jusqu'au bout. On l'a toujours montré, on l'a toujours prouvé et puis on va continuer à le prouver. Le plus important c'est que l'équipe aille bien et que tous les 23 joueurs se sentent bien et puis Inch'Allah on va essayer de continuer comme ça pour pouvoir donner aux Sénégalais ce qu'ils attendent de nous. Défense axiale, ça paraît inédit. Comment tu t'es senti dans le match? Je me suis senti bien, je me suis senti à l'aise. Donc quand on est professionnel, il faut s'attendre à tout. Milieu de terrain, milieu défensif, défenseur central, je me dis que c'est presque la même chose. Donc le coach il a fait appel à moi j'ai répondu présent. Et justement, cette information de dernière minute, l'entraîneur d'Algérie, Georges Lekens, a démissionné ce matin au lendemain de l'élimination des Fennecs d'Algérie. Georges Lekens était en poste depuis seulement le mois de et qui a conduit les destinées de cette équipe algérienne jusqu'au moment où l'équipe a été battue par le Sénégal. Donc dans la fan zone du Grand Théâtre, il y avait une grosse ambiance à chaque but du Sénégal. Ce sont des supporters tout enthousiasmés qui accueillent effectivement la réaction des Lions. La fanzone a une nouvelle fois refusé du monde malgré la qualification déjà acquise par le Sénégal. Les supporters des Lions ont tenu à faire le déplacement à l'esplanade du Grand Théâtre pour regarder l'affiche Sénégal-Algérie.
du fait qu'on est déjà qualifié, le match contre l'Algérie ne sera pas un match beaucoup de pression. Le résultat final, le Sénégal va gagner, bien sûr. Combien? Ouais, il va gagner par 2 buts minimum. On continue sur notre lancée, ça veut dire que 3 matchs, 3 victoires, en attendant le match de samedi. C'est ça qu'on souhaite quoi, pour le Sénégal. 2-0. Pour le Sénégal? Oui, pour le Sénégal. Le buteur? C'est Diao Baldé et Sadio Mané. C'est quoi? La reprise et l'égalisation! L'égalisation du Sénégal avant la pause a été vivement célébrée par les milliers de supporters qui croient aux qualités de l'équipe du Sénégal. Avec l'équipe B, c'est tout à fait normal que ça se passe comme ça, mais ça va, on gère quand même. Ouais, le 1 à la mi-temps, c'est bon. On va remporter le match, après on ira en finale, boum. Le score final aujourd'hui sera de 2-1. Le Sénégal va gagner. Combien? 2-1, 3-1. Ismaïla Fauché. Le second but du Sénégal inscrit par Moussa Sow a fait délirer la foule. Les supporters sous tension ont laissé exprimer leur joie. À la fin de la rencontre, une satisfaction partagée par le 12e homme. C'était beau, j'ai vu que l'Algérie a mis son équipe type. Les Sénégalais c'est l'équipe B, mais ils se sont vraiment débrouillés aujourd'hui, vraiment. Vraiment, ils ont bien joué et puis les Algériens étaient trop agressifs aujourd'hui. Ça s'est bien passé, les jeunes ont bien déroulé. L'essentiel c'est de qualifier. On est dans le quart de finale pour battre le Cameroun, Inch'Allah. Le match n'a pas été facile, mais les Lions ont tiré leur épingle du jeu. Pourtant, au début, j'avais peur. Dans une ambiance de délire, les supporters donnent rendez-vous au quart de finale Sénégal-Cameroun ce samedi à la Fan Zone, initiative de Soubatel. Ambiance de délire également à Buntu Pikine dans la banlieue de Dakar où les supporters des Lions sont à fond derrière l'équipe nationale. Chacun y va de son avis et ses choix. Avis d'experts non qualifiés à suivre dans ce reportage de Fatoumata Savané. La banlieue dakaroise, un lieu où les férus de ballon supportent leur équipe nationale. Le discours est le même. Cette année, j'espère que le Sénégal, si on se concentre davantage, l'équipe pourra remporter vraiment la Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont bien débuté les matchs, ouais. Avec l'aide de Sadio Mané comme Diao Baldé Keita. Nous sommes rassurés. On a confiance à cette équipe et cette équipe, je pensais bel et bien qu'elle va prendre la Coupe d'Afrique cette fois-ci. Avec la confiance de notre entraîneur Aliou Cissé, il a beaucoup fourni d'efforts. Même si, comme le dit le président Macky Sall, les 14 millions de coachs au Sénégal sont toujours prêts à proposer une tactique pour Aliou Cissé, le seul vrai coach. Aliou Cissé daal mu xool changement bi bu koy def daal mu xool bu baax ndax des fois ñun ni ñu koy gisee des fois mu changé loo xamante ni ñun bu doon ñu ne suñ gis-gis dañuy bàyyi ba ci kanam. Aliou Cissé daal na teg li mu war a teg remplaçant bu si waree na def remplaçant après li des ñu bàyyi ko suñu borom. Cet après-midi, nous avons remanié parce qu'on est déjà qualifié. On doit vraiment garder la bonne graine pour qu'elle soit au frais pour pouvoir affronter après le grand match de quart de finale contre les Lions indomptables. Sénégal-Cameroun, ça vous inspire? Non, le Sénégal-Cameroun, la victoire, il n'y a aucun problème. Le seul lion qui existe, c'est le lion de la Teranga. Teranga, quel monde qu'on fait? Le Sénégal jouera contre le Cameroun pour décrocher son ticket pour les demi-finales, un duel de lions. gars yi bu ñu footballé dañuy gagné Inch'Allah dañuy gagné parce que suñu attaquants yi ñoo gën a oyof. Cameroun est une équipe forte, hein. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais le Sénégal aussi est bien pour l'instant. Le Cameroun, fan lay mën a jaar Sénégal ko mën sur tous les plans. Donc minimum 2-0. La compétition se poursuit. Les Sénégalais de la banlieue croient en leur équipe pour marquer l'histoire et remporter un premier trophée continental. Merci Fatoumata Savané, n'est-ce pas le président Macky Sall qui a annoncé qu'au Sénégal, nous avons près de 13 millions d'entraîneurs, mais aussi 13 millions de supporters. Effectivement, retour sur cette situation en Gambie avec, comme je vous l'annonçais en début d'émission, la nomination de la vice-présidente. Elle s'appelle désormais Fatoumata Diallo Tambayan qui va présider la vice-présidence en République de Gambie. Elle était la cheville ouvrière de la manifestation qui avait valu au chef de l'UDP, Ousseynou
Dabo, une arrestation et une condamnation de 3 ans ferme de prison. Et justement, la situation évolue en République sœur de Gambie, où également l'état-major de la mission de la CEDEAO est à Banjul depuis hier soir, avec comme mission principale rassurer les populations et entrer en contact avec les autorités militaires. Le point avec nos envoyés spéciaux Mamadou Samambo et Mamadou Kassé. Bakau, dans la capitale gambienne. Le poste de commandement de la mission de la CEDEAO en Gambie face au camp de la garde présidentielle gambienne. Ici se dessine le schéma de retour sécurisé du président Adama Barrow. Pour ce faire, l'état-major de la mission de la CEDEAO en Gambie a déménagé en provenance de Dakar pour s'installer. Désormais, les décisions du général François Ndiaye, commandant en chef de l'opération, se prennent ici en rapport avec la hiérarchie militaire gambienne. En attendant, les forces de la mission en bons soldats continuent à explorer le terrain. Installation, nettoiement, reconnaissance et maîtrise. Même le GIGN est de la partie. Le déploiement et le maillage sécuritaire du territoire gambien est presque fini. À ce jour, aucun incident de noter. Mieux, dans ce bâtiment, état-major de la CEDEAO et autorités militaires gambiennes se préparent à tenir une réunion. Objectif, travailler à rassurer les populations civiles et échanger sur la logistique, le protocole et le dispositif pour le retour du nouveau président. Merci Mamadou Sambo, qui est dans l'attente de son nouveau gouvernement, et ce sera dans les prochaines heures. Voilà, mesdames et messieurs, qui met fin à ce rendez-vous d'information. À demain, 12 et 13 heures. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la première des chaînes de télévision au Sénégal.